Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est TGF et on se retrouve pour une vidéo assez étrange. Car il se trouve que dans de nombreuses fandoms existe un iceberg. Un iceberg qui, plus on va profondément dans l'iceberg, plus les théories et les infos données dedans sont de plus en plus sombres ou de plus en plus inconnues. Et justement, c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo sur un iceberg en particulier. D'ailleurs, je tiens à remercier Dangan Mandy, qui est une youtubeuse américaine, qui a fait du coup une vidéo sur l'iceberg d'Danganronpa qui m'a donné envie de faire cette vidéo sur un autre iceberg. Car évidemment, il existe un iceberg pour la série Ace Attorney, et c'est cet iceberg que nous allons analyser dans cette vidéo. Il faut savoir que cet iceberg lié à Ace Attorney est disponible sur sur le Reddit Ace Attorney Second Joke, en fait un Reddit spécialisé dans les mèmes et tout ce qui est un peu truc étrange lié à Ace Attorney. D'ailleurs, c'est fait par Science Penguin et justement, on va se plonger dans cet iceberg juste après ce mini générique. Commençons par la première couche de l'iceberg. Alors effectivement, il existe une énorme pénalité dans la troisième affaire de Justice for All, nommée Talaba Big Top ou Volte-Face Circus. Mais elle n'est pas illimitée. Lorsque vous vous retrouvez dans la situation où vous devez trouver l'arme du crime étant le buste de Maximilian Galactica que Acro a caché quelque part, il y a 3 endroits où on peut regarder dans la salle d'audience. Et si on décide de dire que l'arme du crime se trouve sous le bureau du juge, ce dernier, complètement furieux, vous infligera une pénalité équivalente à 95% de votre barre de vie. Ce qui souvent équivaut à être complètement barré et donc avoir un game over. Parce que justement à ce moment-là, on n'est souvent pas à 100% de sa barre de vie. Donc 95% de barre de vie, quand tu as déjà fait une erreur, du coup ça fait comme si tu n'avais plus de barre de vie du tout. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes ont pensé que cette pénalité était illimitée, mais ce n'est pas le cas dans les faits. À la fin de l'affaire Adieu et Volte-Face sur la version GBA et Phoenix redit de ses cendres dans la version DS du premier jeu Ace Attorney, on voit que Miles Edgeworth ou Benjamin Hunter laisse un message disant que le procureur Edgeworth choisit la mort. Sur le Tumblr d'Ace Attorney Headcanons, une image parle de ce message. D'après ce headcanon, ou cette théorie de fan, le choix de ces mots doit être métaphorique, car il parle du fait que sa procureur meurt à ce moment, d'où le choix du procureur Edgeworth dans son texte. Et quand on se rend compte de ce qui se passe dans la suite de l'aventure, que ce soit Justice for All, Trials and Tribulations et surtout les Ace Attorney Investigations, on peut dire que c'est pas faux, parce que clairement, Benjamin Hunter veut la vérité, et veut la vérité uniquement. La Japanifornia, c'est un truc très particulier, très connu de la série Ace Attorney. C'est le fait que les jeux Ace Attorney en version américaine sont localisés de force à Los Angeles. Ce qui devient drôle lorsque des éléments purement japonais sont mis à l'intérieur. Ce choix est d'ailleurs pas mal moqué par les fans, notamment par plusieurs comics, dont Culture Shock d'Awesome Zombie, qui parle justement de cette contradiction. Ce choix de localiser les jeux à Los Angeles a été un choix de la localisatrice principale, Janet Su. Elle considère qu'Ace Attorney se déroule dans un univers parallèle où les sanctions américaines contre les Japonais étaient moins importantes, moins fortes durant la Deuxième Guerre mondiale, puisque la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont fait pas mal de choses justement pour limiter l'impact de la communauté japonaise aux États-Unis. Et donc justement, ces sanctions sont moins fortes dans l'univers d'Ace Attorney. Donc du coup, il y a une sorte de modification du code justice pour justement coller à cette communauté japonaise. À la fin de Phoenix Wright Justice for All, il vous sera demandé de présenter une pièce à conviction à Hunter. Si vous présentez le fouet de Franziska à ce dernier, vous aurez une scène bonus à la fin du générique entre Franziska Von Karma et Benjamin Hunter. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'elle tient une carte de Bernie the Killer avec un dessin représentant Phoenix. Ce dessin vient nul autre que de Maya Fey, puisqu'on voit le surnom Nick, le surnom que donne Maya à Phoenix. Si vous connaissez bien Phoenix Wright et Ace Attorney, vous savez ce que ça veut dire. Phoenix Wright est un combattant dans Ultimate Marvel vs Capcom 3. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que Phoenix Wright pourrait bien fonctionner dans d'autres jeux de combat.
Il faut également noter que Phoenix Wright apparaît également qu'en tant que duo d'un projet Crozone 2 avec Mayafei, donc qui rencontre notamment Kiryu Kazuma, Heihachi Mishima, Goro Majima et tous les personnages de Sega, Capcom et Bandai Namco. La seule info que j'ai pu avoir sur cette phrase est donnée dans un post Reddit du Reddit AA Rankdown où il dit que le méthode de Tate Tonate au début de l'affaire peut être également compris comme le fantôme parlant d'Athéna. Je ne suis pas extrêmement convaincu par la proposition, mais je peux comprendre l'idée. Alors il est clairement montré que ce détective est très expressif dans ses expressions. En effet, Bobby Fulbright, le détective principal de Dual Destinies, a 4 sprites principaux. Un sprite heureux, un sprite surpris, un sprite en colère et un sprite triste. Ces 4 émotions sont celles de la Mood Matrix, qui est la base du gameplay autour d'Athena Sykes. Ce qui est intéressant est lorsqu'il est révélé en tant que fantôme, enfin c'est plus compliqué que ça mais je simplifie, les émotions ne sont absolument plus présentes. Alors quand j'ai vu cette info, je me suis un peu inquiété, je me suis dit attends, je manque quelque chose. Et je suis le premier surpris, mais oui. Turnabout Recipe ou recette de volte-face aurait pu être une affaire de Justice for All, de Phoenix Wright Justice for All dans le jeu original GBA. Mais non, à cause de problèmes de limitation de la cartouche GBA, recette de volte-face a été déplacée de la 4ème affaire de Justice for All à la 3ème affaire de Trials and Tribulations. Une interview de la localisatrice principale des Ace Attorney, Janet Su, en parle un peu plus en détail, en disant que sur l'image du parc Vitamine, oui vous savez, le parc avec des fruits, l'orange, la banane, les oranges, les mandarines, ce genre de choses, on peut voir une colombe ou un pigeon blanc. Ça fait penser à un certain magicien, n'est-ce pas? Bien sûr, on parle de Maximilien Galactica, de l'affaire précédente dans Justice for All, c'est-à-dire Volte-Face Circus ou Turnabout Big Top. Soseki Natsume apparaît dans les 2 spin-offs de la série Ace Attorney, nommé Daikuten Saiban. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce personnage est basé sur le vrai auteur du livre Je suis un chat, Soseki Natsume, le vrai. Comme son équivalent dans le jeu, Soseki Natsume est allé en Angleterre dans le cadre d'un échange d'étudiants et il n'a pas aimé son voyage en Angleterre au point d'être reclus dans son appartement. Il est devenu par la suite un professeur d'anglais à l'université impériale de Tokyo. Dans le jeu, le chat qu'il a avec lui s'appelle Waga-ai, et c'est une référence au titre original de Je suis un chat, qui est Waga-ai wa Neko Dearu. Mais du coup, vous allez me dire, vu que c'est un auteur connu au Japon, la représentation du personnage devrait déranger les ayants droit. Eh bien non, ils ont eu carte blanche de la part de la famille de Soseki Natsume. Pour Holmes, c'est bien différent, car l'estate de Sherlock Holmes n'était pas très au courant de ça et risque de déranger en cas de sortie internationale du jeu. C'est une des raisons d'ailleurs qui fera que probablement les Daikuten Saiban ne sortiront jamais en dehors du Japon. Shu ou Shu est le chat de Matanga dans la dernière affaire de Justice for All, Adieu ma volte-face. C'est assez clair en japonais et dans les versions anglaises et allemandes, le Shu ou Shu vient, bel et bien, du nom du créateur de Gyakuten Saiban ou Ace Attorney, Shu Takumi. D'ailleurs, truc assez drôle, savez-vous comment s'appelle ce chat dans la version française? Pantoufle. Oui, Pantoufle. Sébastien Debest est l'adversaire principal de Benjamin Hunter dans la majorité de Ace Attorney Investigation 2. Il a une cape rouge qui est due au fait qu'il est le génie des procureurs et qu'il a été élève de la Themis Law Academy. Car oui, Sébastien Debest a bien été élève de la Themis Legal Academy. Son costume a un logo ressemblant à celui de cette dernière. Cette info a été confirmée dans le guide d'Ace Attorney 5 en disant également que l'uniforme des procureurs a été changé du bleu au rouge entre les événements de Ace Attorney Investigation 2 et Ace Attorney 5. Oui, il existe un sprite non utilisé de Phoenix Wright où ses yeux se transforment en cœur. Ce sprite est visible uniquement dans Phoenix Wright Ace Attorney. Il est spéculé que ce sprite aurait dû apparaître lorsque Mash Avril apparaît à la barre des témoins dans l'affaire La Volte-Face des Sœurs, car Phoenix aura rencontré Mash Avril pour la première fois dans le tribunal.
Toutefois, vu qu'on voit Mash Avril dans l'investigation, ce sprite est devenu inutile puis inutilisé. On peut en voir une version animée dans les graphiques de Gakuten Saiban J10, une sorte d'encyclopédie sortie en même temps que la version japonaise d'Apollo Justice Ace Attorney. Matangarde a un chat, on l'a déjà dit dans la précédente couche de l'iceberg. Mais d'où viennent ces griffures sur le visage? C'est ces griffures qui sont devenues un peu le reveal de la méchanceté de Matangarde. Mais pourquoi justement dit-on que les griffures de Matangarde sont dues à son chat? Sur le Tumblr Ask Ace Attorney, tenu par des fans, une question a été posée à ce sujet à Matangarde, et il dit que ce sont des griffures d'amour, et on sait que les chats aiment griffer leur maître pour jouer. Donc cette idée est possible, même si elle est dangereuse. Diego Armando et Godot étant la même personne, il est effectivement intéressant à savoir que les costumes de Godot et Diego Armando, ainsi que leur couleur de cheveux, est totalement inversée. Le rouge et le vert sont des couleurs inversées, ainsi que le noir et le blanc. Ce qui est logique, car en soi, Godot est un peu le fantôme de Diego Armando, après tout ce qui lui est tombé dessus. Vous pouvez le voir avec ces deux images comparant les deux personnages. Sir Bikini apparaît dans la 5e affaire de Trials and Tribulations, le pont des volte-face. Quand vous voyez Paul Defest dans l'affaire pour la première fois, vous pouvez lui présenter le profil de Bikini. Alors que Maya pense qu'elle est très maman poule, Paul lui répond en disant que Sir Bikini est sa mère, mais il ne donne pas plus d'informations. Est-ce une blague de sa part ou est-ce vrai? Aucune information n'est donnée. Christophe Gavin a un chien qui s'appelle Van Gogh. On le sait car dans la cellule d'isolement où se trouve Christophe Gavin, il y a une rose. Christophe fait alors référence à son chien Van Gogh, une chienne mignonne mais fougueuse. Ce côté fougueux peut référencer au fait qu'elle soit assez agressive et qu'elle aurait griffé son maître. Donc ça peut être tout à fait le cas, même s'il ne s'agit que d'une spéculation. Même si la guitare Serenade est sortie en 2008 avec la sortie d'Apollo Justice Ace Attorney, il est souvent donné comme idée qu'elle parle d'un éventuel feu ayant consumé une guitare. Lorsque l'histoire tragique de Geoff Justice, le père d'Apollo Justice, a été révélée, pas mal d'éléments collaient. En effet, il a été brûlé vif alors qu'il faisait un concert dans le royaume de Clurain. On sait que la miroir, ou Thalassagra Marai, est la mère de l'Apollo Justice et Trucy Wright. Il est possible que les paroles de cette chanson aient une manière de parler de cet événement tragique de manière déguisée. Le compte Tumblr Everything Lives a fait une analyse des paroles de la chanson et force est de constater que l'histoire racontée dans la chanson colle beaucoup à l'histoire de Geoff Justice. Est-ce que les développeurs avaient déjà pensé à cette époque à expliquer la disparition du père d'Apollo? Possible, car l'identité du père d'Apollo Justice n'a jamais été révélée jusqu'à Spirit of Justice. Phoenix Wright Dual Destinies est le premier jeu Ace Attorney à sortir après Danganronpa 1 et 2. Un post sur le Reddit Ace Attorney parle des éventuelles inspirations que ce jeu aurait pris de Danganronpa. Un des nouveaux gameplays, The Dark Route, d'après lui, ressemble au Logic Dive de Danganronpa 2. C'est pas faux, mais je trouve que la grosse différence réside dans la conclusion donnée en finale de la Third Route. Toujours selon ce post, un des personnages prétend être d'un genre et dans la réalité, il se retrouve être du genre opposé. Ici nous parlons du personnage de Robin Newman, une femme qui sont conformes à être un homme car sa famille l'a éduqué comme un homme. Dans Danganronpa, c'est Chihiro Fujisaki qui s'est habillé en fille pour cacher une faiblesse intérieure. Ce ne sont pas vraiment les mêmes raisons. Enfin, les breakdowns des accusés est pour lui plus proche des exécutions de Danganronpa. Je ne dirais pas vraiment parce que les modèles sont en 3D et les breakdowns sont certes devenus plus cinématiques, mais ils l'ont toujours été d'une certaine manière. Après, je pense que Danganronpa a pris pas mal d'éléments de Phoenix Wright comme inspiration. Tous les jeux s'inspirent, c'est tout à fait normal. Henry Hunter, ou Gregory Edgeworth, est le père de Benjamin Hunter et il est la victime de l'affaire DL6. Son physique dans le jeu Ace Attorney Investigation 2 ressemble beaucoup au personnage d'Atticus Finch qui a été interprété par Gregory Peck,
et il est possible que la partie Gregory de son nom soit liée à ce Gregory Peck. Dans la version anglaise de Danganronpa Victory Killing Harmony, et ce dans le deuxième chapitre, l'ultime cosplayeuse, Tsumugi Shirogane, fait référence au meurtre de Ryoma en disant que ce dernier est un assistant qui a voulu se venger contre Himiko, la magicienne. C'est une référence à la deuxième affaire de Spirit of Justice où Mysterious, un ancien assistant des grimoires, a voulu se venger de la lignée en accusant Trucy Wright de meurtre. Autre référence plus évidente à l'univers Ace est trouvable dans Danganronpa 2 Goodbye Despair. Cette phrase est dite par Ibuki Miyoda. Le crossover entre Phoenix Wright, Ace Attorney et Professeur Layton sont techniquement canons dans leur propre franchise. Pour la licence Layton, il est souvent considéré comme se passant entre la boîte de Pandore et le destin perdu. Pour la série Ace Attorney, des éléments nous permettent de placer ces événements dans la timeline. Tout d'abord, Mayafé fait référence à Svari, la phrase fétiche de Matmossa. Ensuite, la présence de Benjamin Hunter fait penser qu'il n'est pas encore procureur en chef et on sait qu'il est occupé dans les Ace Attorney Investigations. Donc, ces événements doivent se dérouler entre la fin de la deuxième affaire de Trials Interrelation et Ace Attorney Investigation. Les fans de la série placent souvent les événements de crossover entre la volte-face volée et recette de volte-face, car il y a un espace de temps suffisant pour qu'une histoire parallèle se déroule. Toutefois, il est important de noter que Shu Takumi lui-même dit que les événements du crossover se déroulent dans un univers parallèle. Florent L. Bell et Inga Crane sont deux personnages très particuliers dans leur personnalité, mais pourquoi pourrait-on considérer qu'ils sont amis ? Alors, notre ami Florent L. Bell, qui ressemble d'ailleurs pas mal à Jeffree Star dans le visage, est l'assistant du maire Damian Temna, mais il est aussi à la tête d'une petite marque confidentielle de make-up nommée Je suis L. Bell. Cette collection n'est pas vendue au public, elle est vendue au privé à quelques personnes et il se trouve que dans Spirit of Justice, dans la chambre de Inga Crane, nous pouvons retrouver une bouteille de Je suis L. Bell. Oui, alors que Monsieur L. Bell est en prison depuis 1 an pour le meurtre de Rex Kubi, il y a quand même une bouteille de Je suis L. Bell. Donc imaginez que les deux sont amis est possible mais pas confirmé par un des deux personnages. Thalassa faisait partie avec Valente, Zack et Magnifi de la famille de magiciens grimoires. La troupe vivait de ces spectacles et une rivalité s'était installée entre Zack et Valente pour le titre de futur maître de la famille. Avec Thalassa, ils font un tour à base de pistolets qui se déroule sans souci, sauf une fois. Mais cette fois, alors que les deux se rejettent la faute sur le tir fautif, Thalassa fut touchée par une des balles. Elle ne meurt pas de ses blessures, mais elle ne se souvient plus de rien jusqu'à la dernière affaire d'Apollo Justice Ace Attorney. Une théorie veut que les armes ayant servi au tour aient été trafiquées, provoquant l'accident. C'est un faux et il me semble pas confirmé dans le canon des jeux, mais ce traficage est tout à fait possible. Alors, il y a plusieurs possibilités. La plus imagée vient du fait que Godot ne peut pas voir la couleur rouge à cause des conséquences de l'empoisonnement dont il a été victime, et vu que Red White a la couleur rouge dans son nom, il ne peut pas le voir. Mais la plus évidente est plus longue à expliquer. Godot était connu auparavant comme étant Diego Armando, avocat de la défense. Ce dernier a été empoisonné par Dahlia Plantule après les événements ayant causé la mort de Régis Florimé. Il était dans un coma lorsque Red White tue Miyafé, sa collègue avocate, mais surtout sa petite amie de l'époque. Red White a été condamné par la suite pour ses crimes par Phoenix Wright, et vu les crimes qu'il a commis, il est probable qu'il ait été condamné à mort et exécuté peu après, comme Manfred Lankarma l'est apparemment durant les événements du deuxième jeu. Donc, quand Diego se réveille de son coma, il apprend à la fois la mort de la femme qu'il aime, et que son meurtrier est probablement mort également. Il n'a pas pu se venger en voyant le meurtrier. Dans tous les cas, Godot ne pouvait pas voir Red White. Et il se venge en étant en colère contre Phoenix Wright, qu'il considère indirectement responsable de la mort de Miyafé. Daikuten Saiban est un jeu se passant durant l'ère Meiji du Japon, et il met en scène l'ancêtre de Phoenix Wright, Ryunosuke Naruhodo. Comment sait-on que c'est l'ancêtre de Phoenix Wright ? Bien parce que tout simplement, Naruhodo est le nom de famille japonais de Phoenix Wright. Mais ce n'est pas le seul ancêtre qui est mentionné dans ce jeu. Tout d'abord, il y a la famille de procureur Ouchi, dont le nom français devrait vous dire quelque chose. Oui, on parle évidemment de la famille Boulet. Également à noter dans une moindre mesure, l'épée d'Asugi s'appelle Kalema.
Et il se trouve qu'un des disciples d'Asogi a pris le nom de cette épée. Oui, c'est la base de la famille Von Karma. À la fin de Turnabout for Tomorrow, alors que le fantôme est sur le point d'avouer ses crimes, il se fait tirer dessus. Il ne meurt pas de ses blessures, mais il est mis hors d'état de nuire. On ne sait pas qui lui a tiré dessus, mais le Tumblr Ace Tony Headcanons a une théorie. D'après cette théorie, c'est nul autre que Bernick the Killer qui a tiré sur le fantôme. Non pas pour le tuer, mais juste pour lui faire comprendre qu'il peut toucher sa cible et le tuer s'il le voulait. Ça aurait du sens avec ce qu'on sait du personnage dans Justice for All et Ace Tony Investigation 2. Doug Swallow est la victime de la première affaire de Phoenix Wright Trial and Tribulations qui se déroule quelques années avant les aventures de Phoenix Wright. Il a été tué par Daniel Plantule, mais une théorie en dit autrement. Sur le Tumblr d'Ace Tony Headcanons, il y a une théorie autour de Doug Swallow. Il ne serait pas mort, une autre personne serait morte à sa place et Dahlia et lui font un marché. Doug Swallow change d'identité et devient Matt en garde. Ça pourrait coller si Doug Swallow n'avait pas fait tout son possible pour avertir Phoenix de la fourberie de Dahlia. Lana Skye apparaît dans Phoenix en de la dernière affaire de Phoenix Wright Ace Tony et est l'accusée de cette affaire. À la fin de l'affaire, même si elle n'est pas coupable de ce qu'on l'accuse, elle reste coupable de complicité dans les crimes de Damon Gant. Cette théorie sur l'éventuelle mort de Lana Skye vient du fait qu'elle n'est pas évoquée dans les jeux ultérieurs, alors que deux personnages de l'affaire, dont Emma Skye, apparaissent aussi dans ces jeux. C'est aussi le cas pour Jake Marshall, Angel Star et Damon Gant. Ce qui est étonnant parce que Emma Skye pourrait nous parler de sa sœur puisqu'elle reste liée par le sang à Lana Skye. Le fait qu'Emma Skye ne fasse pas référence à sa sœur dans les jeux suivants pourrait avoir du sens seulement si on considère que Lana Skye est morte. J'ai aucune preuve sur le fait que Lisa Basile ait oublié Adam Mada, mais il faut déjà noter que Lisa Basile, Adam Mada et Glenn Helg sont des membres de Blue Screen Inc. Tous leurs noms sont des palindromes. Je pense que la raison de cette théorie est le fait que le sprite de Adam Mada est souvent considéré comme un sprite générique à qui on a donné un nom. Générique dit souvent oubliable, d'où le fait que les Basile auraient oublié Adam Mada. Pourquoi le Harlem Shake dans Spécial et connu des internets est présent dans cet iceberg? Tout simplement parce que Samuel Rosenberg parle à un certain moment de Souvenir et Volte-Face, la première affaire de Trial and Tribulation, que ces hémorroïdes font le Harlem Shake. Le Harlem Shake en lui-même n'est pas apparu avant 2013, ce qui fait qu'Ace Tony était au courant du Harlem Shake avant que ça devienne populaire. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que cette affaire se déroule en 2014 dans la timeline Ace Tony, soit un an après la popularisation de la danse dans notre vie réelle. Alors il y a la connexion évidente, Henry Hunter est mort dans l'affaire DL6 et Misty Fey, la mère de Maya et Mia, invoque son esprit qui donne le coupable de l'affaire qui serait Yanni Yogi. La liaison autour de cette affaire fait que lorsque Miles Jesworth devient procureur, son premier procès n'est nul autre que contre Mia Fey. Ensuite, Maya est souvent proche d'Edgeworth dans certaines de ses interactions, et ce, grâce à Phoenix Wright. Il y a une théorie qui imagine que Benjamin Hunter est le frère de Mia et Maya, le vrai frère, car en fait, leurs parents, auraient été Misty Fey et Henry Hunter. J'y crois pas trop, mais ça paraît important de le signifier. Mais que se serait-il passé si l'affaire DLC n'existait pas? Il est tout à fait possible que Henry Hunter devienne le mentor de Phoenix Wright, Mia Fey, Benjamin Hunter et Diego Armando. Quelle équipe d'avocats ça ferait? Lorsque Gas Payne ou Oscar Boulet a été révélé dans Ace Attorney Dual Destinies, beaucoup de personnes ont pensé que c'était Victor Boulet en déguisé. Finalement, tout a été clarifié dans le jeu lorsqu'il a été révélé qu'il s'agissait du frère de Victor Boulet. Mais il y a eu quelques mèmes à ce sujet. Je pense que cette phrase fait référence au fait que les Von Karma ont une sorte de malédiction avec des tirs reçus sur l'épaule droite. Manfred Von Karma a été touché par une balle peu après une affaire où il affrontait Henry Hunter. Franziska Von Karma, elle, a été touchée par une balle avant le premier procès de Adieu ma volte-face, la dernière affaire de Phoenix Wright Justice for All. Manfred, lui, a décidé de garder la balle en lui, ce qui entraînera sa perte, et Franziska, elle, a décidé de se faire opérer. Matt Moissa et Kersus Alba ont des nez proéminents, et c'est vraiment des personnages hauts en couleur. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont liés par le sang quelque part? Dans les jeux, rien n'est dit sur leur connexion de famille, mais le fait qu'ils aient le même style de nez
fait qu'on peut spéculer qu'Alba et Moissa sont des cousins éloignés avec un ancêtre ayant partagé les gènes pour leur nez si particulier. Cette spéculation est au sein des A-Study Headcanons. Le seul élément que j'ai pu trouver à ce sujet est le fait qu'il existe un Tumblr RP de Diane Crescent où il est dit qu'il a vécu une maladie mentale. Après, rien n'est dit sur le jeu sur l'état mental de Diane Crescent, meurtrier de Serenade et Volte-Face. J'ai trouvé une théorie sur Reddit qui explique que le vrai vilain d'Apollo Justice et Ace Attorney est Phoenix Wright, car il utilise des mains détournées pour coincer Christophe dans la première affaire de ce jeu. Et il a pas mal poussé pour l'innovation qui va permettre à la justice de mettre Christophe hors d'état de nuire dans Volte-Face et Succession. Il est également dit dans cette théorie que le fait que Phoenix Wright ait repris la barre juste après est une preuve qu'il voulait juste venger de la personne qui lui a brisé la vie. Je comprends certains points de cette théorie, mais je ne la partage pas. Dans l'affaire de la Volte-Face des Sœurs, vous affrontez Samuel Rosenberg, dont le tableau, qui selon lui était invendable, vient de disparaître. On pense que c'est lié à la relation entre ce dernier et Red White. Vous avez trois choix concernant cette relation, dont celui de dire qu'ils sont amoureux. Ce que Samuel refuse immédiatement en expliquant justement que Red White le tient en chantage. Certains considèrent que ce choix et le refus immédiat derrière peut être considéré comme homophobe. Sauf qu'on oublie deux choses. Premièrement, il est clairement dit que Red White est un personnage qui est très manipulateur et il n'est pas très étonnant de savoir qu'il peut mettre des personnes en situation de chantage. Deuxièmement, il est clair également que la relation entre Phoenix et Hunter est basée sur pas mal d'éléments à base d'histoire yaoi. Donc le fait de dire que le jeu ait des éléments homophobes pour moi est complètement invalide. D'ailleurs une vidéo de Thomas Gendox en parle plus en détail. Cet élément fait référence au dossier de l'affaire, mais où est-il physiquement? On pourrait considérer qu'il s'agit d'un journal dans lequel Phoenix, Athena, Apollo ou encore Hunter font un recensement des pièces à conviction. Mais lorsqu'on présente ces éléments aux témoins, c'est comme s'ils pouvaient voir la pièce à conviction en même temps. Et ce, alors qu'il n'est jamais dit que des photos de pièces à conviction sont prises. Il est même possible que dans Daikoden Saiban, vous examinez comme pièce à conviction un omnibus. Et ça en plein procès. Ce dossier de l'affaire ressemble plutôt à un inventaire d'RPG, qui est quasiment illimité en poids et en taille. Dans Phoenix Wright Spirit of Justice, en royaume de Khura'in, même s'il existe une résistance contre le Defense Culpability Act, il est dit par Reifa Padma Khura'in que la vie au sein du royaume était relativement paisible, et elle ne semble pas mentir. Et il se trouve que les affaires que Phoenix Wright prend en charge sont des affaires très particulières. Si on se base sur les autres affaires de la série, la majorité aurait pu être réglée par la Divination Seance, si elle existait à l'époque. Cette phrase fait référence au fait que Sasha Buckler, personnage de l'affaire DLC de Dual Destinies Turn About Reclaim, a une tenue très peu habillée et lorsqu'elle est à la barre des témoins, sa tenue peut faire imaginer qu'elle est dénudée, alors que bien évidemment, c'est bien le contraire. La question se pose sur le fait que Pearl arrive à invoquer l'esprit de Mia, tout simplement car même si l'esprit de Mia arrive dans le corps de Pearl et elle prend le physique de Mia, Pearl reste le réceptacle de ce channeling. Des questions peuvent se poser sur la légalité de cette chose, car il s'agit techniquement de la sexualisation du mineur. Mon avis sur le sujet est que c'est compliqué parce que certes c'est une sexualisation de mineur, mais elle n'a jamais été complimentée sur son physique, en tout cas sur son nouveau physique, etc. Et pour moi, c'est très compliqué de mettre ça en doute, parce que c'est vrai que sexualisation du mineur, c'est illégal dans certains pays. Et notamment en Europe, donc c'est un peu le truc où je me dis c'est un peu compliqué, surtout qu'en ce moment il y a eu récemment une polémique autour de Cuties, qui était un film du coup français qui a été ensuite mis en version anglaise avec justement une image très hyper sexualisée et tout le monde a dit que c'était un peu limite. Donc justement est-ce que Pearl qui invoque Mia est du même esprit? Je pense que oui, mais après c'est compliqué de changer ce qui existe déjà. Cette étrange entrée dans l'iceberg fait référence à l'artbook de Ace Attorney Dual Destinies. Dans la partie liée au site de développement du jeu, on remarque qu'il y a une scène entre Phineas Finch, un personnage de la deuxième affaire de Monstrous Turnabout, et Aura Blackwell apparaissant dans les deux dernières affaires du jeu. Dans cette scène, Finch arrive devant le centre spatial de la JAXA, où Blackwell le remarque et utilise son pistolet, et Phineas Finch
devient un robot. Eh oui, on est toujours dans l'histoire. Ce dernier vient donc à accueillir Phoenix Wright, et ce dernier est au bout de sa vie lorsqu'il voit cet hybride entre robot et personnage. D'après une théorie ayant fleuri sur Reddit, Apollo Justice se déroulerait dans un univers où la fin de Justice for All est canon. Oui, vous savez, la fin où le miracle n'a jamais eu lieu. Ces éléments sont dus à l'absence de Benjamin Hunter et Maya Fey dans l'histoire d'Apollo Justice, ainsi que le fait que peu de références sont faites aux événements de Trials and Tribulations. Toutefois, cette théorie a du plomb dans l'aile lorsqu'on sait que Maya et Hunter reviennent dans les jeux suivants et font référence à certains éléments des précédents jeux. Vous savez ce que j'ai dit sur la Nazcaï un peu plus tôt? Eh bien, nous avons à peu près la même chose au niveau d'Iris, sœur de la Plantule, et complice des crimes de Godot dans la dernière affaire de Trials and Tribulations, le pont des Volte-Face. On pourrait imaginer que les crimes dont elle a été complice pourraient tout à fait provoquer une condamnation à mort, ce qui expliquerait le fait que Iris n'est jamais mentionnée par Phoenix alors que nous savons que les deux sont proches émotionnellement. Un des chips les met ensemble d'ailleurs. Il est vrai que c'est bizarre que nous n'ayons eu aucune info de la part de Phoenix sur le futur d'Iris. Vous vous rappelez du fait que dans la première affaire de Trials and Tribulations, la volte-face initiale, nous défendons un jeune Phoenix Wright qui est malade. Et que porte-t-il sur le visage pour éviter de transmettre cette maladie? Un masque. Et oui, comme maintenant avec le Covid. D'ailleurs, vous devriez prendre l'exemple sur Phoenix et porter un masque quand vous le pouvez. En parlant de masque, on peut aussi faire référence au masque de Godot ou au masque de Catcher dans The Monstrous Turnabout. Ce qui est intéressant, c'est que les événements de Trials and Tribulations se déroulent en 2019, année du début de cette épidémie dans la vraie vie. Dans la dernière affaire du premier jeu, Adieu et Volte-Face, nous affrontons Manfred Von Karma, et durant les débats de ce procès, il fait référence à sa petite fille de 7 ans, ce qui fait imaginer qu'en plus d'avoir récupéré Benjamin Hunter et avoir éduqué Franziska Von Karma, il existe une troisième petite fille quelque part. Or, quand Franziska apparaît dans Justice for All, elle ne fait pas référence à cette jeune fille. Elle n'est même pas référencée dans les investigations où on voit une jeune Franziska. C'est comme si cette fille n'avait jamais existé. Comme vous le savez probablement, Kakuten Kenji 2 ou Ace Attorney Investigation 2 est sorti en 2011 au Japon et ça fait quasiment 10 ans que ce jeu est sorti uniquement au Japon. Beaucoup de raisons sont évoquées pour cette décision de la part de Capcom. La plus évidente est que Capcom pense que le jeu n'allait pas se vendre en dehors du Japon, ce qui est pour moi improductif quand on voit la moitié des réponses du Twitter officiel de la série. Une autre raison donnée est qu'un élément du jeu est tellement compliqué à montrer pour l'Occident que Capcom a bloqué la sortie du jeu en dehors du Japon. C'est vrai qu'Ace Attorney Investigation 2 est plus sombre que le précédent jeu, et ça peut donc être une raison. Mais je ne pense pas que c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas eu Ace Attorney Investigation 2. Pour moi, je pense vraiment que Capcom pensait que le jeu ne se vendrait pas en dehors du Japon. Juste un mot, Capcom. Localisez Ace Attorney Investigation et Daikuten Saiban. Quand vous pouvez, si vous pouvez. Raymond Shields, le principal sidekick d'Ace Attorney Investigation 2, est très taquin, notamment avec les femmes. Sa personnalité assez particulière pourrait donner l'idée qu'il est dangereux. Je ne crois pas trop à cette idée car ce côté taquin existe pour quasiment tous les personnages proches de lui. De plus, Raymond Shields est là plus pour faire revenir Benjamin Hunter dans le droit chemin de la vérité, qui est très malmené dans certaines affaires de Ace Attorney Investigation 2. Sorin Sprocket, un personnage de l'affaire DLC de Spirit of Justice Turnabout Traveler, ressemble beaucoup à Hugo Connor, personnage de l'affaire Turnabout Academy dans Dual Destinies. La seule différence est leur tenue. On peut même imaginer, d'une certaine manière, que l'incident qu'a eu Sorin un an avant les événements de Spirit of Justice pourrait changer la vue de Yu, car Sorin a une amnésie spéciale qui pourrait changer totalement sa vie. Concernant Sebastian et Yu, les deux personnages ont été élèves à la Themis Legal Academy, et leur personnalité est proche car il s'agit de deux personnages qui se croient plus intelligents qu'ils le sont en vérité. Également, leurs vêtements sont proches, à l'exception de la cape de Sébastien. Vu qu'on a pu lier les personnages entre eux, on pourrait dire qu'ils sont les mêmes personnes, mais je ne suis pas trop d'accord par rapport à cette affirmation. Lamborghini est un pays imaginaire dans l'univers d'Ace Attorney, mais contrairement à d'autres pays dans cet univers, il est difficile de le placer sur une carte. En effet, on peut facilement localiser Senpa comme une région de Chine, ou un pays asiatique. Quant à la Kodopi et sa division, on peut retrouver des équivalents dans les pays du Balkan.
La Lamborghini, elle, a des informations contradictoires. Tout d'abord, il dit que la Lamborghini se trouve au nord de l'Europe dans l'univers Ace Attorney, mais il se trouve que dans Dino Crisis, un autre jeu Capcom, la Lamborghini est également nommée comme un pays dans cet univers, et ce pays se trouve dans une île dans la mer du Sud. Ensuite, la langue lamborghinienne semble inconnue quand on pense aux paroles de Zinc Leblanc et Maki Tobai, mais dans un journal bornésien qu'on peut voir dans Serenade et Volte-Face, ce journal utilise un alphabet lisible. Pour être plus précis, il s'agit de l'alphabet tamil, un dialecte indien. Autre point contradictoire, le fait que la musique de Zinc Leblanc soit assez moyen-orientale, alors que le nom du personnage est à consonance française. En tout cas, placer la Lamborghini dans une carte paraît très compliqué, car de nombreuses informations sont contradictoires. Cette phrase fait référence au fait que Drew Misham est le faussaire qui fait des preuves fabriquées, notamment pour Christophe Gavin dans Apollo Justice Ace Attorney. Mais l'élément le plus important est que ce faussaire est un faux en lui-même. Il s'agit d'un des plus gros twists de l'affaire Volte-Face et Succession, mais Drew Misham est l'identité secrète du vrai faussaire qui est la fille de Drew Misham, Vera Misham. Drew révèle durant la partie Mason System de l'histoire qu'il n'est pas le vrai faussaire, ce qui fait que le Drew Misham de l'histoire qu'il nous a raconté est un imposteur en lui-même car il est incarné par un autre personnage. Il se trouve que Gyakuten Saiban ou Ace Attorney est un jeu innovant pour la Game Boy Advance, puisque le jeu est sorti en 2001 sur Game Boy Advance. Mais saviez-vous qu'il aurait pu être sur Game Boy Color? Eh oui. En effet, au tout début du développement, le jeu était prévu pour sortir sur Game Boy Color, mais en voyant un prototype de Mega Man Battle Network, Shu Takumi s'est dit que la Game Boy Advance serait la plateforme idéale pour le premier Ace Attorney. La contradiction qui met Frank Cavu hors d'état de nuire ne prouve pas sa culpabilité, elle prouve simplement le décalage horaire. Dans l'absolu, Frank Cavu peut tout à fait discuter la validité de la preuve présentée par Phoenix Wright sur son éventuel crime, mais il a décidé de ne pas pousser le bouchon un peu trop loin au détriment de Maurice qui aurait bien voulu le faire. Le profil de Manfred Van Karma dans la version trilogie de Ace Attorney, de Phoenix Wright Ace Attorney, le tout premier jeu de la série, est très effrayante. Elle peut même être considérée comme un info hasard, c'est un truc qui trigger quelque chose comme la peur à quelqu'un. On pourrait même considérer comme cursed, mais j'ai une autre image qui est plus ancrée dans mon esprit. La première apparition de Manfred Van Karma dans l'anime. Ce soldeur carnassier, la violence avec laquelle il frappe son paquet de papier. On sent que c'est le boss ultime. Il s'agit d'une théorie qui est apparue peu après le reveal du personnage de Naoto Sanmadi dans Spirit of Justice. Pas mal de personnes ont pensé que Naoto Sanmadi était une personne morte qui est ensuite invoquée par le système de channeling. Ça aurait expliqué selon eux le fait que Naoto Sanmadi se présente très rapidement entre Kurain et la Californie. Il y a également son côté efféminé, ce qui peut être expliqué par le fait que le channeling est fait uniquement par des femmes. Ça a été démenti dans le jeu. Cette théorie se base sur deux faits en particulier. Tout d'abord, nombre des choses présentées au sein de Daikuten Saiban sont ancrées dans la réalité, comme le voyage de Soseki et Natsume, et l'histoire se base sur des événements sombres et top secrets. Cette théorie met donc en place une éventuelle couverture comme quoi la grand-mère de Shu Takumi aurait donné ces informations à son petit-fils pour son nouveau jeu. C'est très tiré par les cheveux, mais ça reste intéressant comme théorie. Furotigre arrive dans l'affaire recette de Volte-Face à tromper son monde en personnifiant Phoenix Wright et la question se pose, comment a-t-il pu personnifier Phoenix Wright? Est-il lié à Phoenix Wright étant jeune? A-t-il étudié Phoenix Wright pendant des procès? Ou alors est-ce que la cour est tellement captée par un physique et qu'un homme ressemblant à Phoenix Wright avec un badge en carton qu'il n'arrive pas à deviner qu'il s'agit d'un imposteur? Il y a une théorie comme quoi Phoenix Wright est le frère de Furotigre, mais il y a une autre théorie comme quoi Furotigre serait le père de Phoenix Wright et qu'il ne le sait pas en fait. Et donc en fait il le sait pas, mais il voit qu'il y a du coup un fils qui lui ressemble et qui est devenu avocat de la défense. Ce qui lui collait bien dans l'affaire recette de Volte-Face du coup, puisqu'il pouvait prendre sa place et justement faire accuser et condamner Maggie Loiseau. Blaze the Best est le procureur en chef et chef du Prosecutorial Investigative Committee dans Ace Attorney Investigation 2. On sait également qu'il était procureur en chef quand Manfred Van Karma a reçu sa pénalité
contre Henry Hunter. Or, dans le flashback d'Adieu et Volte-Face, où Blaze the Best est censé donner sa pénalité, on entend le bruit spécifique d'un dialogue de femme, ce qui peut résulter du fait qu'on peut se dire que Blaze the Best était une femme à cette époque et qu'elle a décidé de changer de sexe entre les événements de l'affaire DL6 et Ace Attorney Investigation 2. Je pense que ça se base sur un des headcanon théories de fans qui dit que Conrad Gavin a également 5 Psyche-Locks noirs. Et vu qu'on n'est pas sûr qu'on ait cassé ceux de Christophe Gavin, on pourrait imaginer que c'est la même personne qui fait les deux personnages. Sauf qu'il est clairement montré une discussion entre les frères Gavin dans l'affaire Volte-Face et Succession, et que Conrad apparaît dans les jeux suivants alors que Christophe est en prison. Ceci est évidemment une référence à un des mèmes autour de Super Mario 64, comme quoi toutes les copies du jeu sont personnalisées. C'est évidemment une copy-pasta et il fallait que ce soit fait pour la série Ace Attorney. Pourquoi pour le Justice par contre? Peut-être parce que c'est le titre souvent le moins apprécié par la fandom. Politician est un personnage apparaissant dans la dernière affaire de Spirit of Justice, Turnabout Revolution. Et il se trouve qu'il a des mimiques qu'on connaît tous. Pour tout vous dire, quand je l'ai vu la première fois, j'ai pensé immédiatement à la personne qui allait devenir le président des États-Unis, Donald Trump. Oui, je suis un Donald Trump. Alors quand le jeu est sorti, peu avant l'élection américaine, certaines personnes ont imaginé que la présence de ce personnage peut rendre Trump sympathique, même si personnellement j'ai du mal à comprendre comment. Et la personnification via Politician a aidé à son élection. Je pense que vu le sous-texte derrière Politician, je suis sûr qu'il n'est pas lié à la popularité de Trump. J'imagine que ça fait référence au fait que nous n'avons plus de nouvelles de Gumshoe à part une mention dans Spirit of Justice. On sait qu'il est encore vivant, mais la dernière apparition dans la timeline Ace Attorney, détective de la trilogie originale, est dans l'affaire de Zack Grimoire où Phoenix Wright présente sans le vouloir la preuve qui causera sa perte. Il s'agit simplement d'une théorie dans laquelle Deadman ou Calabre, victime de la deuxième affaire KG8, reste vivant malgré tout. Est-ce que quelqu'un a pris la place de Deadman, ou est-ce que Macrel, le coupable de cette affaire, s'est trompé? Selon cette théorie, Deadman, qui est censé être mort, ne l'est pas. Ghost Street Detective Phantom est un jeu sorti en 2011 en Europe sur Nintendo DS. Mais la question est pourquoi je parle d'un jeu qui n'a l'air d'avoir aucune liaison à la série Ace Attorney? Il est simple et évident pourtant, il a été créé par le créateur de la série Ace Attorney, Shu Takumi. Cette entrée fait référence au fait que ce jeu est souvent oublié par les fans d'Ace Attorney alors qu'il ne mérite pas ce silence vu la qualité intrinsèque du jeu où un détective mort essaie de retrouver la raison de sa mort en se baladant en tant qu'esprit. Ceci est également une chose récurrente dans les icebergs, dire que les musiques ont des reflets sataniques. Évidemment, je n'ai trouvé aucune information à ce sujet. Multilove est une musique à consonance rock, donc je pense que c'est pour cette raison que la musique a été prise pour exemple. Par contre, c'est vrai que de l'écouter à l'envers reste une expérience. Dans la Bible, il y a plusieurs interprétations du rôle de Satan. Certains pensent que dans les textes originaux, Satan n'est toujours pas le diable incarné. Dans le livre de Job, une remarque fait penser que Satan n'est qu'un simple procureur zélé qui essaie de prouver par tous les moyens que les humains sont impurs. Ça ressemble pas mal au credo des Von Karma qui est tenu par Manfred Von Karma, Benjamin Hunter et Franziska Von Karma. On pourrait même extrapoler avec Baron Von Zick qui est considéré dans Daikoten Saiban comme étant littéralement la faucheuse du tribunal. Un rôle qu'on peut égaler dans la chasse aux sorcières de Professeur Layton versus Phoenix Wright. Vu les dépictions, les procureurs sont souvent considérés comme des gens zélés qui veulent à tout prix prouver la culpabilité des accusés, comme Satan l'a fait dans son temps dans le livre de Job. On sait tous que Cyrano Dogen, assassin dans Ace Attorney Investigation 2, est fan d'échecs et il fait son match contre Horace Knightley, coupable de la première affaire d'Ace Attorney Investigation 2. Il est dit que la partie se base sur une des nombreuses parties de Bobby Fischer, un joueur d'échecs dans la vie réelle, qui est mort un an avant la sortie d'Ace Attorney Investigation 2. D'ailleurs, saviez-vous qu'il est impossible de faire un Logic Chess avec les 3 personnes appréciant les échecs dans le jeu, c'est-à-dire Simon Keyes, Horace Knightley et Cyrano Dogen. Maintenant vous savez. Dariel Plantule est un personnage maléfique. Déjà, elle a provoqué la mort de sa propre sœur adoptive, Valérie, et elle a réussi à s'en tirer à cause de l'amour inconditionnel de Régis Florimet, qui te donne la mort au tribunal. Elle aurait pu s'en sortir également avec le meurtre de Doug Swallow, mais Mia Fey a réussi à la mettre en prison. Dahlia jure alors qu'elle réussira à se venger un jour. Elle participe ensuite, en tant qu'esprit vengeur, au plan de la famille collatérale
avec comme instigateur Morgan Fay et essaie de tuer Maya Fey avant d'emprisonner sa sœur jumelle pour faire croire que c'est elle la coupable. Vu l'esprit maléfique qu'elle est, elle aurait pu faire très mal si Phoenix Wright ne l'avait pas arrêtée. En un mot commençant, évitez de la tuer à tout prix. Apollo est retrouvé inconscient dans l'affaire Turnabout Countdown, ou compte à rebours de Volte-Face, peu après la fin du premier jour de procès. Or, vu les cris horreurs d'Athéna et le choc de Juniper et Phoenix, on peut tout à fait croire qu'Apollo est retrouvé mort. Il se trouve qu'il n'est juste que inconscient et qu'il a été attaqué par la personne qui le couvre dans cette affaire, Ted Tonate ou Algorithme. Apollo évite également la mort dans l'attaque à la bombe de Duel Destinies et la cave de Spirit of Justice. Comme quoi Apollo, il est solide. Cette idée vient du fait que lorsque le fantôme est révélé à la fin de Duel Destinies, il prend le visage de nombreux personnages. Au tout départ, il s'agit des coupables des différentes affaires, avant de passer à Phoenix Wright. Oui, le fantôme avait à sa disposition un masque de Phoenix Wright. De plus, lors de son breakdown, on peut voir de nombreux visages. Le fantôme n'ayant aucune personnalité et aucun visage, ce breakdown peut faire réfléchir sur la véritable identité du fantôme et se dire que le fantôme peut être n'importe qui, et totalement n'importe qui. Un post met en doute certaines lignes de Patricia Rowland, un personnage de Ace dans l'Investigation 2. Une phrase en particulier fait référence au fait qu'elle considère qu'il faut rester en contact constant avec les gens, y compris à la maison. La manière dont la phrase est faite peut être un sous-texte imaginant que Patricia Rowland pourrait être une Toutefois, je pense que ce n'est pas le cas. C'est juste qu'elle souhaite tout contrôler pour éviter que ces différents crimes soient révélés. Ceci fait référence à un post Reddit posté par l'éditeur Dark Poulet. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi des jeux sont détestés par une partie de la fandom. Il dit également qu'il ne comprend pas ceux qui veulent un jeu sérieux de la part de la franchise. Cette personne se dit être un fan de la série dans son ensemble. Ce post, qui peut être considéré comme du troll, est devenu un mème dans la communauté, notamment sur le Reddit Ace Attorney Circle Jerk, où se trouve la majorité des mèmes de la franchise. D'ailleurs, à noter, le Reddit Ace Attorney est divisé en deux grandes communautés. Le R Ace Attorney, où les mèmes ont été interdits pendant une époque, et le R Ace Attorney Circle Jerk, où les mèmes sont légion. Imaginez-vous être dans un monde inventé où on vous oblige de vivre selon les histoires d'un narrateur, dont les histoires sont absolues. Un monde où les sorcières sont présentes et accusées de crimes passables du bûcher. Et si je vous disais que ce monde existe, mais dans le crossover entre un avocat de la défense et un professeur féru d'énigmes. Oui, l'ending de Professor Layton vs Ace Attorney a comme but de défaire ce monde inventé. Est-ce que les personnes présentes dans ce monde font partie de la matrice? On sait qu'après cet ending, la ville de Labiratia se reconnecte au monde réel. Cette partie fait référence aux différents éléments que l'on peut apercevoir avec le bracelet d'Apollo Justice. Le premier truc qui me vient à l'esprit sont les traces de sueur que l'on peut remarquer sur Editorial dans l'affaire de Volte-Face et Succession. C'est impressionnant comment la concentration peut faire que quelqu'un peut remarquer des choses aussi difficiles à remarquer, comme pincer une carte, regarder quelqu'un pendant un dixième de seconde, de la toux, ou encore une cicatrice en forme de crâne humain. Eh oui, Christophe Gavin fait apparaître un crâne sur sa main dans le dernier segment de Perception de Apollo Justice. En tout cas, son bracelet peut faire apparaître des choses très étranges. Il est très utile pour trouver des contradictions des différents témoins. Dans l'affaire Adieu et Volte-Face, Yanni Yogi est l'accusé de l'affaire DL6, mais en plus d'être innocent du meurtre d'Ori Hunter, l'avocat qu'il défendait l'a fait passer pour un fou, et il a perdu toute sa vie, son travail d'huissier et la femme qu'il aimait. Alors quand Manfred Van Karma lui propose de se venger de la famille Hunter et de l'avocat qui a ruiné sa vie, il exécute toutes les étapes de ce meurtre pour faire accuser Benjamin Hunter. C'est comme si Yanni Yogi s'est transformé en robot, en intelligence artificielle, dont le seul but est de se venger. Athena Sykes parle plusieurs langues dont l'allemand pour quelques phrases. Certains ont fait la blague un peu bête de la comparer au régime allemand de la Deuxième Guerre mondiale. En plus, certains ont considéré que son écriture est sexiste car elle a l'air plus agressive que ses collègues. Selon ces personnes, que ce soit intentionnel ou pas, l'idée qui pourrait ressortir d'Athéna est que les femmes ne sont pas faites pour le monde légal. Sauf que pour moi, ils n'ont pas vu qu'il y avait des femmes fortes en tant qu'avocate, procureur ou juge dans Ace Attorney. Des esprits comme Mia Fey, Francisca Van Karma et Justine Courtney, pour ne citer qu'elles. De plus, le côté différent d'Athéna
est compréhensible car elle est plus jeune que ses collègues et elle manque donc d'expérience. Apollo et Phoenix ont également leurs moments de stupidité. Donc dire qu'Athéna passe par cette étape me paraît logique. Dans l'affaire Right of Turnabout, Maya arrive à invoquer l'esprit de Talos in Me, la victime de cette affaire. Dans la discussion que la cour a avec Talos in Me, on peut comprendre qu'il n'a pas d'expérience entre la mort et son invocation car il pensait être dans le Twilight Realm. Il pensait même que les cheveux qu'il avait à présent étaient un cadeau de la Holy Mother. Mais si justement on considère qu'il dit ne pas avoir de souvenirs après sa mort, ça veut dire que la vie après la mort n'existe pas, et donc que l'esprit de religion n'existe pas, et donc que Dieu n'existe pas. Dans Ace Attorney Investigation 2, et plus précisément dans The Inherited Turnabout, on a un retour sur l'affaire où Henry Hunter et Manfred Von Karma s'affrontent. Cette affaire aura des répercussions pour la suite car après ce procès commence l'affaire DL6, la mort d'Henry Hunter. Durant cette confrontation, Manfred Von Karma, dans cette affaire qui parle de cuisine, dit que sa femme est une amatrice dans le sujet mais qu'elle rivalise déjà avec les meilleurs chefs. Or, Manfred a l'habitude de la perfection et il imagine que tout autour de lui est également parfait. Donc on peut tout à fait imaginer que la femme de Manfred est actuellement mauvaise au niveau cuisine. Le nom du juge est absolument inconnu. Il y a pas mal de théories autour de son nom de famille. Il me semble avoir vu toutefois dans une phrase que ce serait Giorgini. Mais en regardant plus en détail, il me semble qu'il n'y a aucune information à ce sujet. Une théorie imagine que le nom du juge pourrait être The, car il est The Judge, le juge. Et ça pourrait coller à la prononciation japonaise des noms. Mais franchement, le jour où on révélera le nom officiel du juge, un des plus grands mystères de la série Ace Attorney sera révélé. Et voilà, c'était une plongée très profonde dans l'iceberg Ace Attorney. Pas mal de théories très intéressantes, pas mal de théories un peu complètement théories du complot, mais qui sont quand même très drôles à faire. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. D'ailleurs, je remercie beaucoup l'auteur du iceberg original sur Ace Attorney Circle Jerk qui m'a un peu aidé pour certains éléments qu'il a émis dans son iceberg. Et franchement, ça m'a vraiment plaisir de parler avec lui parce que c'était vraiment hyper intéressant cette discussion. Je sais que ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais enfin, cette vidéo est sortie et j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si vous avez le temps. Allez, sur ce, on se retrouve bientôt. C'était Jeff, stay tuned for more. Et à la prochaine les gens. Objection!